Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon de manière simple, décontractée et fun. Je m'appelle Delphine Pinon, je ne suis ni banquière ni comptable. C'est la passion qui m'a rendue experte des sujets d'argent et plus spécifiquement de sa gestion au quotidien. Tous les 15 jours, je dévoile avec mes invités une facette de l'argent. On parle aussi bien de budget, de notre rapport à l'argent que de placements financiers pour notre épargne. À travers cette multitude de témoignages personnels, chacun y trouvera ce dont il a besoin pour son propre budget chéri. Retrouvez-moi également chaque semaine dans ma newsletter. J'y partage des conseils sur l'argent, mes réflexions personnelles et une sélection des meilleurs contenus que je trouve sur Internet. En vous inscrivant sur budget-chéri.com, vous recevrez en bonus un extrait de ma méthode budgétaire. C'est la rentrée, je suis hyper contente de vous retrouver après cette longue pause estivale. Mon été n'a pas été de tout repos. En fait, j'ai lancé plein de projets immobiliers en simultané, oh là là. Alors même si c'était super excitant, c'était aussi super crevant et je vous avoue que je suis super contente de retrouver le chemin de Budget Chéri. Mais si vous voulez suivre mes aventures immobilières, je les raconte toutes dans cette newsletter que j'ai sortie juste avant l'été, Imo Chéri. Vous pouvez la retrouver sur imo-chéri.com et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Imo Chéri a son propre compte sur Instagram qui s'intitule tout naturellement Imo Chéri. Je voulais vous dire à quel point je suis super contente de vous retrouver, chers auditeurs, de retrouver le podcast, de retrouver ou de rencontrer mes nouveaux invités de la saison. Et pour la rentrée, je vous ai concocté un super épisode sur un thème qui fait parler aussi bien les philosophes que les économistes et le monde entier en fait depuis des lustres. L'argent fait-il le bonheur ? Pour m'accompagner, je reçois aujourd'hui Michael Mango. Michael est économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur, mais aussi essayiste et conférencier. Il dirige notamment l'Institut de l'économie du bonheur. Il enseigne à l'ESSEC et à AgroParisTech. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont Psychologie de l'investisseur et des marchés financiers, qui a été récompensé par le prix Turgot. Et son dernier essai, qui vient tout juste d'être publié, s'intitule L'Empire du sens, publié chez Erol, dont on parlera longuement également dans cette interview. J'ai découvert Michael grâce à son podcast Homo Econovirus qu'il a lancé au début du confinement et dans lequel il décortique le lien entre l'humain, l'économie et la finance, tout particulièrement dans ce contexte de crise. C'est un podcast d'ailleurs dont j'ai parlé aux abonnés de la newsletter juste avant l'été, donc certains l'ont probablement déjà écouté. Ce sont des épisodes très courts, environ une quinzaine de minutes, enfin très courts par rapport aux épisodes que je vous propose. Donc une quinzaine de minutes, mais c'est très très dense et très très instructif, donc je vous le recommande hyper chaleureusement. Notre entretien s'est assez naturellement découpé en deux parties. D'abord, on s'est intéressé à la notion de bonheur. C'est quoi le bonheur pour un économiste ? Est-on plus heureux quand on est riche ? La façon dont on gagne de l'argent et dont on le dépense impacte-t-elle notre bonheur ? Les réseaux sociaux sont-ils des facteurs d'augmentation du bonheur ou pas ? Et quel impact sur notre bonheur ont les crises, qu'elles soient collectives ou individuelles ? Puis dans un second temps, je me suis intéressée aux derniers travaux de Michael sur le sens. Son présupposé à lui, nos sociétés vivent aujourd'hui une crise de sens aiguë. Libérale et individualiste, dépourvue de spiritualité, soumise à une économie destructrice de l'environnement, nous sommes nombreux à chercher du sens dans nos sociétés, que ce soit par le développement personnel, dans des engagements caritatifs, le travail, l'ésotérisme, etc., etc. Moi, je ne savais pas personnellement que les économistes s'intéressaient à la question du sens, de la quête de sens, de la perte de sens, de la crise de sens. Et à dire vrai, en fait, Michael me disait que c'est tout à fait récent de s'intéresser à ce sujet, contrairement aux sociologues ou aux psychologues qui s'intéressent à la question depuis un moment déjà. Alors, quelle différence y a-t-il entre quête de bonheur et quête de sens ? En quoi la quête de sens impacte-t-elle notre relation au travail, à la consommation, au loisir et à l'épargne ? Comment mesure-t-on la perte de sens à un niveau individuel et collectif ? Sommes-nous tous concernés de la même manière ? Autant de questions auxquelles nous avons tenté de répondre, Michael et moi, pendant cet entretien d'environ 1h30. Et sur ce, je vous laisse en notre compagnie et vous souhaite une bonne écoute. Salut Michael. Bonjour Delphine. Merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation.
Ça fait très longtemps que je cherche à aborder ce thème, on va dire bonheur et argent. Et quand j'ai découvert ton podcast, je me suis dit: «Je veux absolument recevoir Michael dans le podcast». Très gentil ça. Ouais, c'est totalement sincère. On aurait dû, faire cet épisode, avant l'été et puis ça a pas pu se faire donc je suis très, très, très heureuse de présenter aux auditeurs comme un épisode de rentrée. Et on va parler bonheur, principalement, mais pas que. On va aussi parler d'un autre thème, le sens ou la quête de sens, qui justement fait l'objet de ton dernier essai, qui est paru chez Erol et que tu as intitulé L'Empire du sens, pour ceux qui comprendront la référence. Et je te propose pour aujourd'hui, c'est que on aborde un peu ces deux sujets l'un après l'autre. On va commencer par le bonheur, et puis un peu plus tard, on va glisser assez naturellement vers la question du sens. Est-ce que ça te convient? Ça me convient parfaitement, Delphine. Ça me paraît très bien structuré. Alors, ce qui est, peut-être qu'on va commencer par définir le bonheur, non? Parce que je pense que chacun en a une définition assez personnelle, mais la définition qui m'intéresse là dans le contexte, c'est qu'est-ce que les économistes entendent par bonheur? En fait, les économistes n'ont pas leur propre définition du bonheur, mais ils s'appuient sur une définition qui vient de la psychologie. Et cette Mhm. définition, ce serait de dire que le bonheur est un état subjectif, agréable évidemment, marqué à la fois par des émotions positives et par une satisfaction générale de sa vie. Donc voilà, c'est un état psychologique qui a deux facettes. Une facette cognitive, c'est-à-dire qui relève de la pensée, donc d'un retour sur sa vie dans son ensemble, et une facette émotionnelle qui fait la balance entre les émotions positives et les émotions négatives. Tu me confirmes que du coup, pour les gens qui peut-être ont des approches beaucoup plus philosophiques, spirituelles ou ésotériques du bonheur, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans ces représentations-là, quoi. Bah, je sais pas comment répondre à ça. Les psychologues s'intéressent juste au ressenti des gens et Mmh. regardent pas la source de ce ressenti en fait. Mmh. Est-ce que c'est dans le rapport à Dieu, dans le rapport au plaisir, dans le rapport je sais pas, aux relations sociales? C'est pas le Ou à la sujet. consommation. Ouais, ouais. Ou à la consommation, au travail, ce que tu veux. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que eux se sentent et se disent heureux. Ça, c'est vraiment une vision subjective du bonheur et pas du tout objective et pas du tout idéologique. Donc c'est Mmh. vraiment une sorte de page blanche. Il n'y a pas de préconception de ce qu'est le bonheur. On demande juste aux gens, êtes-vous heureux? Et en tout cas, avec des questions qui sont proches de ça. Parfois, c'est même la question, êtes-vous heureux? Est même directement posée. Mais Mmh. la plupart du temps, on pose des questions sur les émotions. Avez-vous ressenti telle et telle émotion hier? Et puis, si vous deviez donner une note à votre vie, entre 0 et 10, sachant que 0 c'est la pire des notes et 10 la meilleure note possible pour une vie, quelle note donneriez-vous? Et donc, c'est en faisant, pas la somme, mais en faisant converger ces deux types de questions qu'on arrive à dire si quelqu'un est heureux ou pas. Je pense que ça va surprendre pas mal d'auditeurs qu'il puisse y avoir un domaine de l'économie qui s'intéresse que exclusivement au bonheur. L'économie du bonheur, toi tu es spécialiste de ça. Ça existe depuis longtemps. Depuis les années 70, depuis qu'un chercheur américain, un économiste américain qui s'appelle Richard Easterlin, a mis en avant quelque chose qui était très paradoxal et quasiment incompréhensible pour les économistes, c'est d'observer que le bonheur n'avait pas augmenté aux États-Unis entre les années 40 et les années 70, alors que la richesse, le PIB par habitant, avait énormément augmenté. Et pour un économiste, c'est bizarre, parce que quand tu t'enrichis, tu es censé améliorer ton bonheur parce que ça t'ouvre de nouvelles possibilités de consommer. Hmm. Donc ça t'ouvre un univers des possibles plus large, donc normalement ça doit te rapprocher du bonheur. Et dans ce pays, et puis après il y a eu d'autres recherches qui ont montré que c'était valable pour d'autres pays, le bonheur n'a pas augmenté avec l'enrichissement. Donc ça a posé problème. Donc après Easterlin, d'autres chercheurs ont regardé pourquoi l'augmentation des revenus ne conduisait pas à plus de bonheur, et ça a essaimé petit à petit vers d'autres directions. Est-ce que la consommation génère du bonheur? Est-ce que le travail génère du bonheur, etc. Et donc depuis maintenant les années 2000-2010, tu as des centaines, si ce n'est des milliers de chercheurs qui bossent là-dessus.
Du coup, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que il y a une facette macroéconomique de l'économie du bonheur et une facette microéconomique. Donc, on s'intéresse au lien entre économie et bonheur à un niveau, on va dire, de l'État, du monde quasiment. Et Individuel et puis aussi à collectif, ouais. un niveau individuel. Ok, donc les deux existent. Tout à fait. Bon, il y a plus d'études sur sur la partie individuelle. Donc, est-ce que les revenus génèrent du bonheur? Est-ce que consommer tel ou tel produit génère du bonheur? Est-ce que être salarié ou entrepreneur ou au chômage a un impact sur le bonheur, etc. Donc là, il y a énormément d'études là-dessus, sur la microéconomie du bonheur. Et puis, tu en as aussi sur la macroéconomie du bonheur, avec cette histoire de PIB, hein, mais pas que, les inégalités, l'inflation, le taux de chômage, etc. Tout ça est regardé. Et on essaie de voir s'il y a des connexions à faire avec le niveau de bonheur des individus ou le niveau de bonheur moyen dans un pays. Alors, tout ce que tu viens d'évoquer m'intéresse, donc je pense que je vais aller creuser petit à petit. Mais ce que tu as dit sur les États-Unis, c'est-à-dire que intuitivement, finalement, les économistes et peut-être les gens en général, ils s'imaginaient que plus on s'enrichissait et plus on était heureux. Finalement, c'est quelque chose que les économistes ont démenti assez tôt. Enfin, tu dis dans les années 70. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme données, on va dire, actualisées? Et est-ce qu'il y a des travaux encore plus récents qui mettent en évidence le lien entre revenus, richesse et bonheur? Alors, au niveau individuel, on a plein d'études. Jusqu'à peu, on pensait que la relation entre revenu et bonheur était croissante, mais petit à petit se tassait. C'est-à-dire que 1 euro de revenu en plus génère plus de bonheur chez celui qui gagne à la base 1000 que chez celui qui à la base gagne 5000. Donc ça c'est quelque chose qu'on sait depuis un certain temps. Et ça d'ailleurs, c'est conforme à l'idée générale des économistes, comme quoi il y aurait une utilité marginale décroissante. C'est-à-dire que n'importe quoi, si tu en as beaucoup au départ, t'en rajouter encore un peu augmente toujours ta satisfaction ou ton bonheur, mais de moins en moins. Il y a un effet de base qui est très important. Donc ça, on le savait, ça a été confirmé par des études dans les années 2000. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que récemment, on a des études qui montrent qu'il y a même un effet négatif au-delà d'un certain seuil. C'est-à-dire que les gens qui... Et ce seuil, c'est à peu près 100 000 euros par tête en Europe. Par individu ou par foyer? Non, par individu. Au-delà de ce seuil, on a remarqué que les personnes donc, qui touchent plus que ça sont moins heureuses que les personnes qui touchaient ça, quoi, 100 000. Donc il a fallu l'expliquer et on sait à peu près pourquoi. Et sinon, on a aussi des données au niveau collectif, hein. Ce que je t'ai dit là de Richard Easterlin, ça a été augmenté depuis. En fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est dans les pays riches que l'enrichissement cesse de générer du bonheur. Dans les pays en développement, la croissance économique génère du bonheur. Donc c'est un problème de pays riches, un problème propre aux pays riches. Et donc ça, il a fallu l'expliquer, ça. Ce que tu dis, c'est que ça se comprend assez facilement en fait. Quelqu'un qui arrive à satisfaire ses besoins primaires et qui augmente un peu, qui arrive à améliorer un peu son niveau de vie, passe de j'ai des difficultés à payer mes factures à j'y arrive confortablement, éventuellement j'arrive à accéder à la propriété, etc. Là, on va avoir une augmentation significative du bonheur. Ouais. Et jusqu'à présent, on croyait que le bonheur continuait à augmenter, mais encore et encore, ouais. Et ce que tu dis, c'est que jusqu'à encore récemment, on pensait que au-delà d'un certain revenu, on va dire, ça augmentait vachement moins, le niveau de bonheur était plus proportionnel au niveau d'augmentation des revenus. Et en fait, maintenant, c'est carrément décroissant, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil que tu disais de 100 000, les gens sont carrément même moins heureux que quand ils gagnaient moins. C'est ça? Je peux pas dire que lorsque eux-mêmes gagnaient moins. Ce que je peux te dire, c'est que le groupe de personnes qui gagnent, on va dire, 150 000 est moins heureux en moyenne que le groupe de personnes qui gagnent 100 000. C'est ce qu'on observe aujourd'hui. Et ça, pour dire ce que tu as dit, il faudrait avoir des études longitudinales. Et les études longitudinales, donc qui suivent une même cohorte dans le temps, ça, c'est plus rare. Et mais quoi qu'il arrive, il y a un problème. Pourquoi les gens qui gagnent 150 000 sont moins heureux que ceux qui gagnent 100 000, tu vois. Et l'explication, c'est qu'on a repéré, c'est qu'ils
ils ont l'impression d'avoir moins le contrôle sur leur vie que ceux qui gagnent moins qu'eux. Et cette sensation de perte d'autonomie est très désagréable. Donc, c'est des gens qui ont un boulot qui leur prend beaucoup de temps, qui peuvent plus faire machine arrière parce que justement, ils ont un niveau de vie qui est très élevé. Ils peuvent plus s'arrêter et faire une reconversion professionnelle pour devenir fleuriste ou boucher charcutier. Ils peuvent pas faire ça. Ils sont pris dans une mécanique qui les emmène très très loin de leurs alternatives. Donc ça resserre leur univers des possibles et c'est pas du tout agréable à vivre. Et pour autant, alors, régulièrement, de toute façon, je vais te demander de sortir de ton rôle d'économiste, mais tu vas m'y ramener, je le sais, je te fais confiance. Mais du coup, c'est quand même vachement en contradiction avec le fait qu'on est quand même, enfin, on a l'impression qu'à un niveau sociétal, il y a quand même cette quête de toujours plus d'argent, toujours plus de revenus. Et ce que tu dis, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, c'est la vie qui va autour de ces revenus, parce qu'on ne gagne pas 150 000 euros comme ça, en général, sans que ça ait un impact sur sa vie. Et qu'il y a un niveau où on ne peut plus faire marche arrière. Ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est étonnant qu'on veuille tous chercher ça, alors que moi, j'avais déjà entendu ces études et on veut y aller quand même, alors même qu'on sait que il n'y a pas forcément le bonheur qu'on cherche derrière, quoi. Attends, on sait, déjà tout le monde ne le sait pas, tout le monde ne connaît pas ces études. Et deux, on pense être différent des autres. On pense qu'on tombera pas dans les mêmes pièges que les autres. On pense qu'on trouvera des moyens pour avoir le beurre et l'argent du beurre. Sauf que dans les faits, non. Il faut s'inspirer de l'expérience des autres. Les autres aussi voulaient être heureux et les autres aussi sont en train d'échouer parce que leur vie qui va avec leur très haut revenu est consommatrice d'énergie et aussi rogne sur leur liberté. Il y a un excès de confiance individuelle dans sa capacité à ne pas faire les mêmes erreurs que les autres. Et ça, c'est problématique. Et donc déjà, il y a ça. On ne s'inspire pas de l'expérience des autres. Et puis bon, tu ne connais pas exactement le niveau de bonheur de tes amis. Tu n'as pas pu faire tes propres enquêtes. Donc si tu n'as pas accès à ces recherches de chercheurs, tu ne peux pas trancher comme les chercheurs tranchent. Et donc il y a ça. Il y a un problème d'information, il y a un problème de croyance. Et puis, il y a un problème presque d'addiction à l'argent. C'est-à-dire que si les gens veulent beaucoup d'argent, même quand ils en ont déjà beaucoup, c'est parce que, enfin, selon moi, l'argent est ce qu'on appelle un renforçateur universel, c'est-à-dire dans la théorie du conditionnement. Quand tu as quelque chose qui est associé à une récompense, à une gratification, et quand tu vois régulièrement cette association, à la fin, tu veux la chose. Et tu la désires autant que tu désires la récompense. C'est la clochette du chien de Pavlov. À la fin, le chien de Pavlov, il désire autant la clochette que l'entrecôte qui va avec la clochette. Et ben là, c'est pareil pour l'argent. L'argent, tous les jours, tu t'aperçois que l'argent t'achète des récompenses. Donc ça peut être à manger, ça peut être un sentiment d'appartenance, ça peut être du statut social. Est-ce qu'on peut comparer ça un peu à des substances addictives? Je pense au jeu ou au sucre, par exemple, où on associe le sucre à une récompense, à une satisfaction émotionnelle, et on en veut plus, en fait. Oui, enfin, dans l'esprit, ça ressemble. Après, l'addiction, ça a des marqueurs très particuliers. Donc, il faudrait voir si on enlève l'argent, est-ce que la personne a une sensation de manque? Est-ce qu'elle a essayé de se sevrer et qu'elle a raté? Enfin, tout ce qu'on a chez les addicts, chez les personnes victimes d'accoutumance. Donc, addiction, faut faire gaffe quand on utilise ce terme. Mais quoi qu'il arrive, il y a une habitude. À minima, il y a une habitude qui est créée. Et on sort difficilement de cette habitude. Et cette habitude, c'est de chercher encore et encore de l'argent. Et donc, les habitudes, c'est vraiment compliqué à annuler, en fait. Et donc, quand on a fait constamment la même chose, ça nous met en mode automatique. Et sortir de ce mode automatique est très difficile. Et je pense que l'argent, la quête d'argent, est typiquement quelque chose qui est devenu automatique chez nous. Et d'ailleurs, en préparant l'épisode, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué. Tu m'as dit quelque chose qui ressemblait à on est tous à la recherche du bonheur et pourtant on court après l'argent, comme si l'un menait nécessairement à l'autre. Et j'aime bien cette idée que on se trompe de quête, en fait.
on veut chercher l'argent pour aller vers le bonheur, alors qu'on peut essayer de trouver des chemins qui mènent directement vers le bonheur sans nécessairement être dans l'accumulation d'argent. Ouais, mais je pense que les gens se mentent à eux-mêmes. Ils cherchent même pas l'argent comme un moyen pour atteindre le bonheur. Ils cherchent tout court l'argent. Et c'est derrière, quand ils doivent rationaliser leur comportement, qu'ils se disent, bah, c'est parce que je fais un lien entre argent et bonheur. Mais non. En fait, ils sont pris dans une boucle comportementale de désir slash récompense et ils n'arrivent pas à sortir de cette boucle. Et comme on a envie de se sentir cohérent et maître de son destin et de ses actions, on va post-rationaliser ça et dire bah oui, mais je suis, on va pas dire je suis addict à l'argent, on va dire je cherche volontairement l'argent parce que je sais ce que je vais faire de mon argent et ça va générer du bonheur chez moi ou pour les miens. Sauf que je pense qu'on se ment à soi-même en disant cela. Alors ça peut être un mécanisme de récompense, mais aussi, je pense, pour beaucoup de gens qui nous écoutent, et je pense que je suis aussi concernée par ça, un mécanisme de rassurance. Mais c'est aussi peut-être quelque chose qu'on se raconte, parce qu'effectivement, l'argent n'a pas plus le pouvoir de nous rendre heureux que celui de nous sécuriser. Mais moi, je sais que je me raconte que, alors, ça dépend encore une fois d'où on part et de combien on gagne voilà. Et combien on a accumulé? C'est-à-dire, Exactement. euh, ton patrimoine, tu peux le voir comme un matelas de sécurité. Si tu le vois comme ça, normalement, plus tu vieillis, plus tu as accumulé et plus ton matelas est important et plus tu pourrais faire face à des chocs. Mais si ton patrimoine, tu le vois pas comme ça et que ton patrimoine est constamment engagé, par exemple, dans ton mode de vie, donc plutôt que d'avoir accumulé de l'épargne de précaution, t'as massivement investi dans l'immobilier et puis tu as constamment agrandi ton logement et puis tu es passé à une résidence secondaire, etc., bah, tu n'as toujours pas d'épargne de précaution. Donc, tu n'as toujours pas de sécurité. Donc, tu cherches toujours de l'argent pour avoir cette sécurité. Sauf que cette sécurité, tu aurais pu l'avoir si tu n'avais pas placé ton épargne comme tu l'as fait. Donc, le problème pour moi, c'est que les gens utilisent l'argent comme un moyen de satisfaire un mode de vie plutôt que comme un moyen de répondre à différents objectifs psychologiques de base, fondamentaux, comme le besoin de sécurité, besoins auxquels tu peux finalement accéder assez facilement. Mais il faut bien utiliser ton argent. Et donc, à mon avis, l'erreur est là. Récemment, justement, tu parlais finalement du lien entre ce qu'on accumule qui peut nous rassurer et indirectement aussi contribuer à notre bonheur. En fait, c'est en lisant un article sur le lien entre épargne et bonheur que je t'ai découvert et que j'ai découvert ton podcast. Et il était apparemment, les études montrent clairement, effectivement, que plus on a d'épargne de précaution et même d'épargne disponible, et plus le sentiment de bonheur est important. Alors, est-ce que c'est exactement ça ou je me trompe? Enfin, tu vas probablement rectifier si j'ai fait quelques erreurs. Non, tu as raison. Bah, ça a fait l'objet donc d'un épisode de mon podcast Homo Econovirus. Et la conclusion vraiment première de cet épisode, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire que parmi tous les types d'épargne, le motif d'épargne ou le type d'épargne qui a l'impact le plus fort sur le bonheur, c'est très clairement l'épargne de précaution. Plus que l'épargne financière placée dans des actifs risqués comme les actions, et plus que l'épargne immobilière. Donc, comme s'il y avait différents objectifs, dont l'objectif de sécurité qui est premier et qui impacte le plus le bonheur. C'est un peu, on en revient à la pyramide de Maslow, effectivement. C'est-à-dire que cette épargne de précaution, elle est censée combler des besoins basiques et se protéger d'une vulnérabilité économique, et donc faire face au risque premier, quoi, celui de il y a une facture qui arrive et je peux pas la payer, donc je me mets en risque. Et effectivement, donc elle sert à combler des besoins primaires. Tout à fait. Et en fait, les personnes qui n'ont pas d'épargne de précaution et qui ont tout mis dans de l'épargne immobilière sont des personnes qui ont privilégié un étage élevé de la pyramide de Maslow, qui est l'étage de l'estime de soi, ou de l'estime même sociale, et qui ont négligé finalement l'étage le plus basique, le deuxième étage, qui est l'étage de la sécurité. Donc, ces personnes sont en déséquilibre. Ouais, on pourrait aller loin, mais c'est probablement des profils de gens qui ont un fort goût du risque, mais là, ce serait aller vraiment loin. Non, Mais non, effectivement, je crois pas.
Non, 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 je crois pas. Je crois non, non, non. C'est tu es pris dans un tapis roulant de la consommation et du statut social. C'est que tu gagnes toujours un peu plus, donc tu peux te payer légitimement un mode de vie toujours plus élevé. Et l'erreur, c'est d'utiliser toute son épargne pour financer ce mode de vie. Donc, typiquement, tu gagnes plus, donc tu as accès à un emprunt immobilier supérieur, et bah, tu peux être tenté, dans ce cas-là, de mobiliser toute ton épargne pour constituer un apport pour ton achat immobilier. C'est pas, t'as même pas l'impression de prendre un risque parce qu'on te dit l'immobilier, ça peut jamais baisser, alors que bon, ça peut baisser. Et mais tu penses que c'est la bonne chose à faire parce que justement, si tu crois que l'immobilier en plus ça va toujours monter, t'as pas l'impression de faire un placement risqué. Donc tu as l'impression d'avoir une gestion de ton budget qui est celle d'un père de famille, mais psychologiquement ça te met en situation de grande vulnérabilité. Et s'il y a un choc, bah, tu vas le vivre très très mal. Et d'ailleurs, est-ce que tu observes, est-ce que les économistes ont déjà observé quelque chose qui serait de l'ordre de plus les revenus des gens sont élevés, plus est-ce que ça a un impact? Est-ce que les revenus des gens ont un impact sur leur précaution et leur façon dont ils gèrent leur argent? Est-ce que les Oui. gens qui ont beaucoup d'argent ont tendance à être peut-être un peu moins précautionneux ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'ils le sont plus? Non, les gens qui ont plus tu as d'argent, plus tu peux te permettre de prendre des risques. Et donc plus ton Ok. aversion au risque telle qu'elle est observée à partir de tes choix semble être diminuée. Donc a priori, le revenu diminue l'aversion au risque. Et est-ce que on peut carrément aller tirer la bobine de de fil et se dire que plus on a des revenus, plus on a une attitude risquée et quelque part, est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que, indirectement, on voit notre bonheur, baisser un peu au-delà des facteurs qu'on a déjà évoqués qui sont que, bah, voilà, quand on dépasse un certain type de revenus, c'est aussi toute la vie, qui change, la nature du travail, le stress, les responsabilités et cetera? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit OK. ça le principal canal. Il y a des gens qui vivent très mal d'être investis en actions, par exemple. Et Mmh. effectivement, les gens plus riches sont plus investis en actions, mais la proportion de gens qui vivent très mal ça est assez limitée. La plupart des gens ne regardent pas leur portefeuille actions régulièrement, donc ne vivent pas mal les soubresauts de la bourse. Donc non, non, le problème, me semble-t-il, c'est plutôt que ces personnes-là se sont liées les mains en mobilisant toute leur épargne et en ayant adopté un mode de vie qui nécessite de consommer tous leurs revenus, en fait. Mmh. Et qui leur interdit finalement de faire machine arrière. Bon alors du coup, si tu m'offres une transition parfaite sur, le lien entre consommation et bonheur. Est-ce qu'il y a des types de consommation? Est-ce que la façon dont on utilise son argent a un impact, sur le bonheur? Oui, mais dans tous les cas, la consommation laisse une trace assez temporaire seulement sur le bonheur. Donc, on OK. sait que la consommation peut vraiment booster ton bonheur, mais ça la booste pas pendant des mois ou des années, quoi. Par exemple, les consommations de biens durables, type les voitures, ça a un Mmh. impact observable sur ton bonheur de l'ordre de 3 mois. Alors que c'est quelque chose que tu vas payer sur 7 ans, tu vois. Donc pendant Ah, les c'est 3 premiers intéressant mois, ça. tu vas être toute contente de conduire ta nouvelle Twingo. Mais au bout de 3 mois, ça fera partie du décor. Tu auras l'habitude de ta Twingo et tu seras plus Mmh. particulièrement heureuse en la conduisant. Et même le reste du temps, quoi. Ce sera plus un projet, ce sera plus une sorte de renaissance, ce sera quelque chose d'habituel, d'usuel. Donc même pour les biens, pareil pour la maison, hein. Quand tu changes de maison pour une plus grande maison, tu as un impact perceptible sur le bonheur qui peut durer jusqu'à 1 an, mais pas plus, hein. Donc ça, on le sait. Ce qu'on sait en revanche, c'est que certaines consommations laissent une trace un poil plus durable que les autres. C'est le cas, par exemple, des expériences. Les expériences laissent une trace plus durable que les biens matériels parce qu'elles participent plus à ton identité. Donc, quand tu viens de faire un voyage, bah, t'as l'impression d'être quelqu'un d'autre, quoi, quelqu'un qui s'est enrichi ou quelqu'un qui est un peu un aventurier. Alors que quand tu t'achètes une énième paire de jeans, ça change pas ta vision de toi-même, hein. Pas trop. T'es content la première fois que t'es contente la première fois que tu le mets, mais après ça change rien. Donc il y a quelques consommations comme ça qui ont un impact plus durable. Par exemple, celles qui construisent aussi nos relations sociales.
Donc, quand tu consommes des choses avec d'autres, type, je sais pas, tu vas au restaurant avec quelqu'un ou tu Mhm. loues un cours de tennis, tu loues un espace pour faire du foot en salle avec 10 potes, Mhm. ça, c'est pas mal. Donc, ça, t'as un bon retour sur investissement. Ça, c'est bien. T'as aussi les cadeaux pour les autres. Ouais. Donc, quand on a remarqué que les consommations pour les autres étaient plus impactantes pour le bonheur que les consommations pour soi. Et puis, Ok. à la fin, tu as les dons aussi, les dons aux associations. Ça a beaucoup plus d'impact pour le bonheur que la consommation pour soi. Donc, voilà ce qu'on a repéré. Donc globalement, les expériences et la consommation pour les autres a plus d'impact, mais faut relativiser quand même tout ça. Oui. Globalement, le fait de consommer n'a pas un impact durable sur Non. sur son bonheur, peu importe l'objet, peu importe l'expérience, peu importe le Oui. montant qu'on a dépensé pour ça, si je comprends bien. Oui, et c'est pas du tout un chemin rapide, efficace et économe vers le bonheur, clairement. Après, ça peut y participer, hein. Tu vois, si tu vas au restaurant avec des amis, bah, peut-être petit à petit, tu solidifies des amitiés. Sauf que tu n'étais pas obligé d'aller au restaurant pour solidifier ton amitié. Tu pouvais aussi te Hmm. balader dans la forêt gratuitement. Et ça aurait tout autant solidifié ton amitié avec la personne. Donc, on utilise la consommation pour atteindre certains objectifs psychologiques qui peuvent être la connexion sociale, le sentiment de sens, le statut ou l'estime de soi, mais qui peuvent être tout aussi bien atteints par d'autres moyens qui sont gratuits. Donc la consommation est ni bonne ni mauvaise, elle est juste une alternative à des modes gratuits pour atteindre les mêmes objectifs psychologiques. Je suis heureuse que l'économie, la statistique et l'économie du bonheur confirment finalement une intuition que j'ai. Je suis clairement pas la seule à avoir cette intuition, mais en tout cas, c'est un message que je porte régulièrement auprès des auditeurs. Effectivement, c'est d'essayer de satisfaire des besoins avec des choses gratuites. Parce que surtout quand on est en ville et qu'on est sursollicité par effectivement les sorties, les choses qui sont payantes, on se rend plus compte qu'on peut aussi faire des choses, avoir des interactions sociales et trouver du plaisir dans des choses qui sont gratuites. Mais finalement, ça me fait penser à un autre épisode que tu as sorti sur euh, l'impact, le coût qu'a eu la privation des parcs et de la nature pendant le confinement, c'est qu'il manque quelque chose d'essentiel en ville, c'est cette possibilité justement de faire autre chose que de consommer et notamment de profiter de la nature qui est quand même notre premier bien gratuit et le bien d'ailleurs un des biens collectifs qui nous procure le plus de bonheur. Et ça, c'est clairement mesuré par l'économie, le lien entre nature et bonheur. Oui, en fait, on a remarqué que les personnes qui habitaient à côté des parcs étaient plus heureuses que les autres, même après contrôle par toutes les variables socio-économiques que tu veux, quoi. Donc l'âge, le niveau d'études, le niveau de revenus, etc. On a aussi remarqué d'ailleurs que le marché faisait mal son boulot parce que si le marché immobilier était à l'équilibre, alors les biens à côté des parcs seraient beaucoup plus chers que les biens loin des parcs parce qu'ils auraient cet avantage de bonheur. Et donc, les personnes qui vivraient dans ces appartements à côté des parcs ne seraient plus heureuses que les autres parce qu'elles auraient tellement payé d'argent dans leur logement qu'elles n'auraient plus d'argent pour se payer d'autres activités. Donc normalement, si le marché était à l'équilibre, tout le monde après contrôle par l'âge, le genre, etc., tout le monde devrait être à peu près aussi heureux. Parce que ce que tu gagnes à gauche, tu le perds à droite. Ouais, ok. Mais dans les faits, c'est pas ça. On remarque que même en prenant en compte le fait qu'ils ont payé plus cher leur logement parce qu'il y a une prime à être à côté des parcs, les personnes à niveau de revenu égal continuent d'être plus heureuses lorsqu'elles vivent à côté des parcs. Du coup, je fais un peu la transition avec le Covid parce que c'est quand même le sujet de du podcast. C'est pour ça que tu l'as lancé. Enfin, tu l'as lancé pendant le confinement. Mais est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur le bonheur en lien avec la crise du Covid et surtout la privation de liberté, de pouvoir sortir, de pouvoir. On a parlé de la nature, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites?
Oui, oui, on a déjà plein d'études qui ont traqué le bonheur des gens pendant cette période bizarre. Et on a vu que le bonheur a extraordinairement chuté, notamment au début du confinement. Mais vraiment une chute massive, hein, de l'ordre de 0,5 à 1,5 points sur une échelle de 0 à 10, ce qui est énorme. C'est du même ordre que la baisse de bonheur que l'on observe lorsque quelqu'un perd son emploi. Donc c'est comme si tout le monde avait perdu son emploi, si tu veux. Et dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé. On n'a pas tous perdu notre emploi. Donc le confinement, ça a été la privation de relations sociales, c'était la privation d'accès à la nature, ça a été la privation de liberté tout court, la proximité avec les gens, enfin plein de choses. Donc on sait que ça a eu un coût très fort en termes de bonheur. Bon, après, c'est une période aussi bizarre parce que les gens avaient en plus peur, il y avait de l'angoisse vis-à-vis de la maladie. Donc on est incapable de savoir, en tout cas en l'état actuel des connaissances, combien a coûté en termes de bonheur la privation d'espace vert, la privation de liberté fondamentale, la privation de relations sociales, l'angoisse. Tu veux dire à quoi on attribue exactement la perte de bonheur, quoi. C'est compliqué. Exactement. C'est multifactoriel. On pourrait le faire parce que comme les pays n'ont pas appliqué les mêmes mesures, on pourrait voir les différentiels de perte de bonheur entre les pays selon les mesures qui ont été prises. Donc je pense qu'à terme, on pourra faire ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu d'études qui avaient fait ce niveau de détail-là. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont aussi connu une période de confinement, qui ont des résultats sensiblement différents, soit pires, soit meilleurs que les nôtres? En termes de bonheur ? Ouais. Ouais, la France est plutôt basse, enfin, c'est-à-dire a connu une chute de bonheur assez importante parmi les pires. Et c'est difficile encore à interpréter. Mais tous les pays ont connu une baisse de leur bonheur, hein, mais la France fait partie des mauvais élèves. Comme souvent d'ailleurs, comme souvent sur les études qui traitent du pessimisme, enfin, on est souvent un peu mis en avant par notre côté ultra pessimiste sur l'avenir, ce genre de choses, quoi. Bah c'est ça, les Français sont pas un peuple malheureux, hein. C'est un peuple pessimiste et un peuple empreint d'une grande défiance. Et donc je pense que dans cette crise qui a coûté du bonheur aux Français, ce sont ces deux spécificités. D'un côté, il y avait un pessimisme quant à l'avenir. Est-ce qu'on va en sortir de cette merde, entre guillemets ? Et puis à côté de ça, est-ce qu'on peut faire confiance ? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans nos gouvernements, dans notre système hospitalier, dans je sais pas, notre communauté scientifique pour trouver les solutions pour gérer cette crise ? Donc je pense que les deux faits combinés ont fait que les Français ont plus déprimé que les autres pendant cette période. Mais encore une fois, chaque pays n'a pas pris exactement les mêmes mesures. Donc il va falloir faire des études très très fines pour savoir quels coûts et quelles circonstances aggravantes ont pu expliquer les différentiels de bonheur, de baisse de bonheur entre les pays. Il y a en lien toujours finalement avec le confinement, le Covid, ça a été un moment pendant lequel les gens se sont massivement tournés vers les réseaux sociaux qui n'avaient pas besoin de ça, hein, globalement, pour avoir envahi nos vies. Mais entre les Netflix, Disney+, etc. et les réseaux sociaux, tu as sorti aussi, je crois que c'est mon coup de cœur de tous tes épisodes, un épisode que tu as intitulé « Combien faut-il vous payer pour passer un mois sans Facebook ?» Je vais te laisser un peu globalement raconter les conclusions de cet épisode. Mais finalement, je le trouve particulièrement intéressant sur notre relation finalement très ambiguë à ce qui nous fait du bien ou pas, et notre capacité ou notre incapacité à s'en éloigner. Je te laisse partager les conclusions aux auditeurs. C'est un épisode assez compliqué parce que c'est un épisode qui regarde combien les gens sont prêts, enfin combien les gens demandent pour arrêter d'utiliser un service qu'ils ont l'habitude d'utiliser. En l'occurrence Facebook, mais d'ailleurs dans l'épisode je ne parle pas que de Facebook, je parle aussi d'études sur Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Exactement. Et donc il y a plusieurs travaux de recherche qui sont hyper intéressants parce qu'ils regardent le bonheur avant l'arrêt de la suspension du compte et après la suspension du compte, et surtout des études qui ont demandé aux gens de dire combien ils voulaient être payés, et après il y avait un tirage au sort, et certains
devaient effectivement arrêter d'utiliser Facebook parce qu'ils avaient été payés. Ils avaient dit à partir de 100 euros, j'accepte d'arrêter d'utiliser Facebook. Et il y a eu un tirage au sort. L'expérimentateur a accepté de donner, je sais pas, jusqu'à 120, 150 euros. Donc toutes les personnes qui ont dit moins de 150, ils ont vraiment été payés. Et ils ont vraiment dû arrêter d'utiliser Facebook. Donc on a plusieurs centaines ou milliers de personnes qui ont arrêté d'utiliser Facebook. Et on a aussi leurs données de bonheur avant la suspension et après la suspension. Alors, ce qu'on a observé, c'est très intéressant, c'est que, déjà, pour la plupart des gens, la suspension de Facebook a amélioré leur bonheur. Ils sont plus heureux après qu'ils n'étaient avant. Et ça, comment tu l'expliques? Enfin, l'étude l'explique ou... Déjà, il y a plein d'autres études sur Facebook qui n'avaient pas le même protocole, mais qui observent des effets très négatifs de Facebook. L'effet premier de Facebook, c'est la comparaison sociale et l'envie. Exactement. Ça, c'est une horreur. J'en parle tout le temps, mais c'est vraiment une catastrophe parce que ça a tellement d'impact sur notre vie négatif, cette comparaison sociale. C'est assez dévastateur, quoi. Mais et le problème des réseaux sociaux, c'est le même problème que les séries télé, en fait. C'est que tu vois un quotidien idéalisé chez les autres. Parce qu'il est travesti, il est mis en scène, ce quotidien. Totalement. Donc tu vois la vie rêvée des autres, sauf que évidemment les autres ils communiquent que sur ce qu'il y a de positif dans leur vie. Donc tu as une vision complètement biaisée. Mais quand même si tu le sais, d'ailleurs tout le monde sait ça, même si tu le sais, tu continues de voir que ta copine est très jolie, que son mec est beau et riche comme Crésus, qui viennent de partir à Bali et qui viennent de s'acheter une nouvelle maison. Tu vois. Ça, évidemment, ça c'est vrai. C'est factuel, sauf que derrière, tout ce qu'il y a derrière, qu'ils sont endettés jusqu'au cou, qu'ils s'engueulent tous les soirs, tout ça, tu le sais pas. Mais tu le supputes, mais ça suffit pas. Tu es quand même contaminé par leur bonheur apparent. Donc on sait ça, on sait que les réseaux sociaux favorisent la comparaison sociale et que plus tu passes de temps sur les réseaux sociaux, notamment si tu as un usage passif des réseaux sociaux, plus ça dégrade ton bonheur. Donc ça, on le savait. Mais pour autant... les gens qui ont fait les études, enfin qui ont participé à l'étude, une fois le mois de privation terminé, ils sont plus heureux, mais ils recommencent. Tout à fait. De nouveau, les expérimentateurs leur demandent combien vous demandez pour arrêter Facebook pendant un mois. Et là, on s'attend à ce qu'ils disent 0, puisque ça détruit mon bonheur, je ne vais pas demander de l'argent pour ça. Et non, ils continuent de demander de l'argent, un peu moins qu'au départ, avant l'expérience, mais quand même, ils continuent de demander. Donc là, c'est vraiment bizarre, quoi. Pourquoi demander à être payé pour utiliser quelque chose qui détruit notre bonheur ? On pourrait juste arrêter gracieusement d'utiliser Facebook. Et en fait, il y a deux façons de lire ces résultats. Première façon, c'est de se dire, ces gens-là savent, et d'ailleurs on sait qu'ils savent que ça détruit leur bonheur, mais ils privilégient quelque chose d'autre par rapport au bonheur. Et ce quelque chose d'autre, c'est la liberté. Ils ne veulent pas qu'on leur interdise quoi que ce soit, même l'utilisation d'une substance nocive comme Facebook. Donc, première hypothèse, c'est que ce qu'ils valorisent, c'est pas tant le service Facebook que la possibilité d'utiliser Facebook. Que toute interdiction a un prix, y compris l'interdiction d'utiliser une substance addictive et nocive. Deuxième possibilité, ils savent que Facebook leur fait du mal, mais ils sont addicts, complètement addicts, et ils ne peuvent pas ne pas utiliser Facebook. Ils aimeraient ne pas utiliser Facebook, mais ils ne peuvent pas, c'est plus fort qu'eux. Et on a un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a vraiment une addiction à Facebook parce qu'il y a des effets secondaires qui sont proches de ceux qu'on observe chez les personnes qui sont addictes à des substances, par exemple. Donc on sait que certaines personnes rapportent un usage exagéré, c'est-à-dire au-delà de ce qu'ils voudraient avoir, au-delà de leurs intentions initiales, et qui aura tendance à prendre le pas sur d'autres activités. Un usage qui pour eux n'est pas si plaisant que ça, mais qui relève plutôt d'une obligation intérieure irrépressible. Un usage qui est quasi mécanique, donc c'est vraiment, ils y vont de manière routinière, par exemple tous les matins en se levant. Donc chez certaines personnes, c'est la première chose qu'ils font quand ils se réveillent. C'est pas de boire un jus d'orange, c'est de se connecter à Facebook. Quand ils, par la force des choses, ils ne peuvent plus accéder au service, ils ont des signes de manque. Et puis ils ont essayé de se sevrer et ils n'ont pas réussi. Donc tu vois, on a plein de caractéristiques
qui rapproche Facebook de l'héroïne. Et j'avais envie d'aborder ce sujet parce que c'est vrai que ça peut sembler un peu éloigné du sujet d'argent, et pas du bonheur, mais du sujet de l'argent et des finances personnelles. Mais en fait, il y a un tel lien du fait de la comparaison sociale et comme tu disais, Facebook n'est pas le seul réseau concerné, mais du fait de la comparaison sociale, les réseaux sociaux ont un fort impact sur, la manière dont on va, dépenser notre argent, ce qu'on va consommer, ce qu'on va faire de notre temps et de notre argent d'ailleurs. C'est pour ça que je faisais le lien et que ça me semblait j'avais vraiment envie de parler de cet épisode qui m'a beaucoup marquée, de dire qu'effectivement, contre-intuitivement, on fait pas, on n'est justement pas le fameux homo economicus. On n'a pas toujours des comportements raisonnables et que Ou le bonheur rationnel. est rationnel et qu'effectivement le bonheur n'est pas forcément le premier objectif qu'on poursuit malgré ce qu'on peut se dire. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, que finalement, des fois, on rationalise nos comportements en imaginant que ça nous rapproche peut-être du bonheur, alors qu'en fait, ça n'est pas forcément le cas. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Ça, oui, ça peut être juste une addiction, en fait, une habitude qu'on n'arrive plus à combattre. Et Exactement. la comparaison sociale, il y a des études très intéressantes, pas sur les réseaux sociaux, mais sur la télé, par exemple. On a repéré que plus les gens regardaient la télé, plus ils avaient un taux d'épargne faible. Le seul fait de regarder la télé, et c'est possible que ce soit la même chose pour les réseaux sociaux, hein. Le seul fait de regarder la télé t'amène à regarder, par exemple dans les séries ou dans les films, des gens qui ont un niveau de vie plutôt élevé. À la télé, tu vois beaucoup plus de gens de classe sociale supérieure que de classe sociale populaire. Mm. Et les gens, plus tu regardes la télé, plus tu as l'impression d'être misérable dans ton niveau de vie. Et donc, plus Mm. tu as envie de rattraper ce qui te paraît être la norme. Sauf que la norme que tu vois à la télé, c'est pas la norme de la vraie vie. Et ça, je pense que c'est la même chose pour les réseaux sociaux, même si j'ai pas d'études en tête qui auraient montré ça. Mais je ne serais pas étonné que plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on a tendance à consommer et in fine à avoir un taux d'épargne faible. Je trouve ça incroyable qu'il y ait des études là-dessus. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est pas que un phénomène virtuel d'exposition à la télé, aux réseaux sociaux. Moi, je l'ai constaté et nombreux auditeurs le constatent. Je le redis, le fait de vivre en ville. Moi, j'ai quitté la région parisienne il y a pas tout à fait un an et je me rends compte à quel point je ressens beaucoup moins de sollicitations de m'acheter des vêtements, de m'habiller hyper jolie, d'aller au resto et bon bah de rentrer chez moi en Uber, ça évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que dès que je retourne régulièrement voir ma famille et mes amis en Île-de-France, je passe devant des boutiques, j'ai envie de rentrer dedans, j'ai envie d'acheter quoi. Donc le fait d'être surexposé à finalement aux gens, tu as beaucoup plus de gens autour de toi en ville qui sont finalement quasiment des encarts publicitaires vivants, ou à des boutiques ou à des sollicitations multiples de dépenser dans des restaurants qui ont l'air super beaux, où on a l'air de super bien manger, etc. Ça aussi, ça a un impact fort, quoi, comme tu viens de le décrire sur la télé, quoi. Non, mais bien sûr, et puis juste les sollicitations publicitaires permanentes. Il y a des études qui montrent que quand tu es en environnement naturel, donc sans panneaux publicitaires à droite et à gauche, tu as beaucoup moins envie de consommer, hein. Donc, si t'es recluse en haut d'une montagne, tu vas passer assez peu d'achats sur eBay ou Amazon, hein, c'est sûr. Donc, il y a les sollicitations dues aux personnes et puis les sollicitations dues à l'écosystème. C'est que t'es entouré de magasins et de pubs, tout simplement. Et ça a un impact parce qu'on a une volonté qui n'est pas infinie. Et notre capacité à résister à ces tentations est limitée, en fait. Et tôt ou tard, on succombe. Donc, il y a une façon très simple de moins consommer, c'est de filer tous à Dunkerque. Yes! Filons tous à Dunkerque. Moi, j'habite même pas à Dunkerque, encore dans une plus petite ville. Donc, Non, bref, c'est trop. Il y a encore partons des. trop de tentations à Dunkerque, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais effectivement, c'est pas. Ça explique. Enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent se rapprocher de la nature sans forcément l'idée de fuir la consommation. Mais en tout cas, ça a ce bienfait aussi de Oui, s'éloigner des grandes villes. Pas juste parce que le paquet de pâtes il est moins cher au supermarché ou le litre d'essence est moins cher, mais aussi parce que les sollicitations à consommer sont beaucoup moins importantes. tout à fait. Écoute, je te propose qu'on passe au deuxième sujet.
que tu m'as Ouais, proposé avec plaisir. et j'étais super contente que tu me le proposes parce que cette histoire, donc le deuxième sujet, c'est le sens. Donc on a parlé du bonheur et donc tu viens de sortir un essai complet intitulé L'Empire du sens sur cette est-ce que je sais pas si c'est une histoire de génération, mais en tout cas sur cette société ou ces sociétés, parce que ça concerne pas que les Français, qui vivent une crise de sens de manière généralisée et donc qui sont en quête de sens. Ça fait assez bien le lien avec le bonheur, mais en même temps, pourquoi est-ce que justement c'est un objet différent d'études en économie. Alors, comment est-ce que tu définis le sens et pourquoi est-ce que quête de bonheur et quête de sens, c'est différent d'un point de vue des études économiques? Pourquoi ce serait la même chose? Ce sont deux mots différents, ce sont deux objectifs différents. Donc, ce qui est vrai, c'est que les deux se ressemblent parce que les deux sont des indicateurs de bien-être subjectif. Donc, la personne qui a un sentiment de sens dans sa vie ou la personne qui est heureuse sont deux personnes qui vont bien subjectivement, qui se sentent bien. Donc ça les rapproche. Par contre, en termes de définition, c'est très différent. Donc le bonheur, je t'avais dit, c'était un état affectif agréable, marqué à la fois par des émotions positives et une satisfaction de la vie. Le sens, lui, c'est plus généralement, c'est l'idée qu'il y a un projet cohérent et signifiant derrière une quelconque action ou une observation. Donc quand on dit le sens de la vie, quand quelqu'un dit qu'il a trouvé un sens à sa vie, c'est qu'il a trouvé un projet cohérent et signifiant pour lui qui gouverne sa vie. Un ou plusieurs projets d'ailleurs, pas forcément un seul. Donc pour ressentir le sens dans sa vie, idéalement, il faut avoir les trois. On peut être heureux sans, ressentir sans le avoir sens. sans ressentir le sens, ok. Tout à fait. On peut être heureux sans ressentir le sens et on peut ressentir le sens sans être heureux. Donc, le cas de la personne heureuse qui ne ressent pas le sens, c'est la personne qui a un bonheur, on va dire, hédonique. C'est un bonheur qui est axé sur le plaisir. Donc, le seul fait de ressentir des plaisirs réguliers constitue son bonheur. Et donc, il y a des personnes à qui ça suffit, hein, qui n'ont pas besoin de plus dans leur vie. Inversement, la personne qui va trouver un sens dans sa vie, mais qui ne sera pas heureuse, c'est la personne qui va se sacrifier pour une cause supérieure. Et qui, au quotidien, va vivre des difficultés et donc va vivre beaucoup d'émotions négatives. Ce qui va faire que sa balance émotionnelle va être négative et il ne qualifiera pas pour être appelé heureux, puisque ma définition, c'était il fallait avoir une balance d'émotions plutôt positive. Donc c'est pour ça que tu peux vraiment, dans la nature, avoir des personnes qui ont ni l'un ni l'autre, l'un ou l'autre, ou les deux à la fois. Et comment est-ce que tu mesures le sens à un niveau individuel d'abord et ensuite collectif? Bah donc là, ça c'est le problème du sens, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de questions qui ont été consacrées et qui suffiraient pour dire telle personne a trouvé du sens et pas l'autre. Donc tu n'as pas une échelle de sens comme il y a une échelle de satisfaction de la vie. Ça, non. Donc c'est plutôt des batteries de questions qui sont posées. Selon les questionnaires, c'est 10, 20, 30 questions. Et qui regardent si tu es engagé dans certains projets, si tu as des principes directeurs dans ta vie, si tu as le sentiment que tu es important toi-même, ou au contraire que tu te sens finalement insignifiant, que tu as l'impression que ta vie va nulle part, que tu n'arrives pas à être engagé à fond dans un quelconque projet, et bah tout ça va te qualifier comme quelqu'un qui a trouvé peu de sens dans sa vie. Mais voilà, il n'y a pas une seule question, c'est une batterie de questions. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es intéressé à ce sujet et quel est le constat que tu as fait ou l'analyse qui te dit bah, ça, c'est vraiment un sujet dont j'ai envie de consacrer un essai entier, quoi. Parce que moi, je suis économiste du bonheur, donc ma fonction, c'est de voir comment l'économie contribue au bien-être. Et le sens, le sentiment de sens dans la vie, c'est un indicateur de bien-être, comme le bonheur en est un. Il y a beaucoup de raccourcis qui disent tout le monde cherche le bonheur. Et ça j'ai toujours su que ce n'était pas vrai. Les gens cherchent des choses. Le bonheur, c'est souvent quelque chose qu'ils recherchent, mais il n'y a pas du tout que ça dans la vie qui est recherché par les gens.
Donc, quand tu fais des études un peu plus larges, tu t'aperçois que les gens, ils ont toute une batterie d'objectifs qu'ils visent et le sens en est un. Et donc, ça m'intéressait de voir si nos actions économiques, soit au travail, soit dans la conso, soit dans l'épargne, pouvaient contribuer à ce bien-être psychologique-là qui est différent du bonheur. Pour moi, c'est tout aussi intéressant que le bonheur, en fait. Et du coup, est-ce que c'est trivial de te demander de résumer Oui, c'est trivial. T'as compris le... Non, c'est T'as trivial. compris où je voulais en venir. De Non, résumer mais ton livre en une phrase. non, je peux pas, en fait. Je peux pas le résumer en une phrase. C'est un livre qui part du constat chiffré qu'il y a une crise de sens dans les pays développés, notamment en France, et qui essaye de comprendre d'où vient cette crise à partir d'observations sociétales, mais aussi à partir de tous les résultats des travaux sur la psychologie du sens. Donc ça, c'est la première partie, c'est d'où vient la crise et est-ce que la psychologie du sens peut nous comprendre pourquoi on est en crise. Et après, j'essaye de voir quelles sont les pistes qui sont essayées par les gens pour sortir de cette crise. Donc, tu as des pistes dans le travail, des pistes dans la consommation, etc. Et j'essaye à partir de ce qu'on sait, justement, de chiffres et aussi d'analyse, de concepts, essayer de voir si ces pistes qui sont essayées par les gens sont pertinentes ou si elles vont s'avérer être des impasses. Donc, c'est un livre qui décrit la situation et qui essaye d'aider les gens à ne pas se fourvoyer en allant sur de mauvaises pistes. Et qu'est-ce que tu as identifié justement comme origine de cette crise? Du coup, c'est un niveau collectif là. Ah oui, oui. Que Il y a plein de choses. Il y a déjà des tendances longues. La sécularisation, c'est-à-dire le fait que le religieux soit de moins en moins important, ça, il n'y a pas de doute que ça change la donne. Parmi les gens qui croient en Dieu, tu en as très très peu qui ne trouvent pas de sens à leur vie. Quasiment zéro. Donc le seul fait de ne pas croire en Dieu a rendu les choses beaucoup plus compliquées. Après, tu as un autre levier de sens qui est la famille qui aussi se dégrade parce que tu as de plus en plus de gens qui ne vivent pas en famille, qui vivent seuls, sans enfants. Donc, tu as, à ton avis, tiens, combien de femmes nées dans les années 70 vont finir sans enfants? Quel pourcentage? Ah, c'est une bonne question, ça. Mais pour me positionner, il faudrait quasiment que tu me donnes le chiffre des décennies d'avant, en fait. Mais je sais pas, je vais me tenter. Non, je te donne aucun chiffre. Je sais que tu vas pas m'aider. Je vais tenter un 20% d'une. Ouais, c'est bien. C'est un peu plus que ça. Okay. C'est plutôt 22. Chez les hommes, tu rajoutes à peu près 5% de plus, donc tu es à 27. 27% d'hommes des années 60, nés dans les années 70, qui vont finir leur vie sans enfants. Et c'est en constante augmentation depuis les cohortes nées dans les années 40. Okay. Et on pense que ça va continuer d'augmenter. Donc, si tu veux, tu as bientôt, entre un quart et bientôt un tiers de gens qui ne pourront plus s'appuyer sur la famille pour donner du sens à leur vie. Donc déjà, la religion a vraiment cédé du terrain. La famille cède du terrain. Après, tu as la carrière aussi qui cède du terrain parce que tu as... avant, tu avais une carrière qui était plutôt balisée, qui était linéaire. Et maintenant, la carrière, c'est à toi de la gérer. Tu dois choisir tes inflexions et tu ne peux plus attendre de l'entreprise qu'elle gère ta carrière de 20 ans jusqu'à 65 ans. Tu vois. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un peu ce phénomène de trop de choix, tu le choix en fait? Un peu, mais pas que. Il n'y a pas que ça avant. C'est comme dans ces pays où il y a où on est en transition vers des mariages arrangés, vers des mariages non arrangés, et en fait, on se retrouve avec toute une génération qui est aussi hyper désorientée face au fait qu'avant, on choisissait pour eux, et qu'aujourd'hui, en fait, ils sont responsables du fait ou non de trouver quelqu'un comme un partenaire de vie, et qu'il y a beaucoup de gens qui finalement sont complètement désorientés par ce choix, quoi. Tout à fait. Dans cette histoire de transformation de la carrière, tu as deux choses. La première chose que tu viens de dire, c'est que ça donne la responsabilité de la carrière aux personnes et elles se retrouvent face à un océan de choix. Et ça, c'est très dur à vivre. C'est une sorte de liberté vertigineuse. Et l'autre problème, c'est l'absence de linéarité. C'est que avant, ta carrière était linéaire et allait vers du toujours mieux. Donc, si tu veux, tu avais une progression naturelle. Et dans le sens, tu as cette notion de direction.
qui est importante. En fait, quand tu parles du sens, tu as trois dimensions qui sont importantes. La dimension de cohérence, de signifiance et de direction ou finalité. Et donc avant, quand tu avais une carrière qui était gouvernée par l'entreprise, bah, tu montais, et tu savais vers quoi tu tendais, vers un poste de N+3, tu vois. Et c'était bien ça, c'était confortable. Un, tu n'avais pas à choisir, et deux, tu avais un objectif en tête. Et puis t'avais finalement toute une carrière pour y arriver, quoi. T'avais, pour monter 2 ou 3 échelons, t'avais 30, 35, 40 ans pour y arriver. Oui, tu avais une temporalité qui était lente en plus, c'était confortable. Et bah maintenant, c'est plus du tout confortable, c'est tu es responsable de tes choix, tu es responsable de la temporalité et tu es responsable de l'objectif final. C'est terrible. Tu es responsable de tout, quoi. Donc c'est hyper lourd pour les épaules des individus. Ça me fait un peu penser à toutes ces à la désindustrialisation. En plus, je vis dans le Nord, donc c'est vrai que je suis un peu plus sensible à ces sujets-là, mais c'est vrai qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a des discours un peu culpabilisants vis-à- si des gens qui ont des métiers dans des usines et dont les usines ferment, un peu en mode vous auriez pu le prévoir. Si vous n'êtes pas employable ailleurs, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour vous créer une trajectoire où vous êtes capable de retrouver un boulot ailleurs. Il y a vraiment ce truc culpabilisant de c'est votre faute si vous n'êtes pas créé la carrière qu'il faut pour être employable jusqu'à votre retraite, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, le problème, c'est que tu as une confrontation de deux types de personnes, en fait. Celles qui étaient engagées dans une carrière traditionnelle et qui avaient l'habitude de laisser l'entreprise décider, et donc qui n'ont jamais vraiment décidé de leur propre chemin professionnel. Exactement. Et donc, n'ont pas réfléchi à organiser leur employabilité. Et puis, tu as des personnes qui sont pris dans ce qu'on appelle des carrières protéennes et qui sont comme protés et qui ont acquis la capacité de se transformer et qui choisissent comment se transformer. Et donc qui réfléchissent eux-mêmes constamment à comment utiliser les leviers dans l'entreprise pour assurer leur employabilité future. Et donc pour ne pas être pris au dépourvu si d'aventure ils devaient se faire licencier. Mais ça, c'est des profils beaucoup plus jeunes, beaucoup plus modernes, qui ont l'habitude du monde dans lequel on est. Mais les gens qui ont commencé leur carrière dans les années 60-70, ils n'ont pas du tout appris à fonctionner comme ça. Non. Et puis après, tu as le poids j'ai envie de dire, de l'inertie. Et quand tu as fait toute ta carrière dans l'industrie automobile, c'est difficile de te reconvertir dans la coiffure, tu vois. C'est la personne qui change tous les 3 ans de secteur, elle est plus mobile même psychologiquement que la personne qui a une trajectoire monolithique dans un même secteur. Donc il y a des effets de trajectoire très, très forts. Du coup, on vient un peu d'effleurer la question, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres par cette histoire de crise ou de quête de sens? Je sais pas, est-ce qu'il y a une différence homme-femme? Est-ce qu'il y a des différences par rapport au statut social, au niveau de revenus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont globalement pas tellement concernés et des gens qui le sont énormément? Oui, là, on a beaucoup d'études socio-démographiques là-dessus, socio-économiques et démographiques. Donc, les personnes qui vivent le plus les crises de sens sont les personnes éduquées, non religieuses et sans enfants. Ça, c'est vraiment ceux qui sont dans l'œil du cyclone. Après, tu as aussi, et là, c'est vrai vraisemblablement pour toutes les générations, tu as des âges propices au questionnement du sens, à la quête de sens, à la crise de sens. Les fameuses crises de milieu de vie. Exactement, la crise de milieu de vie ou l'adolescence aussi. Donc, c'est souvent des périodes de transition. Ou quand tu as vécu un choc. Donc, tu as perdu quelqu'un, ou tu t'es fait licencier, ou tu as, je sais pas, t'as perdu ta maison dans les flammes. Ou tu as eu un accident de voiture. Un accident, voilà, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et ben là, c'est des moments hyper forts pour questionner le sens. Mais alors, tu peux le voir négativement, c'est des moments difficiles à vivre, mais tu peux le voir aussi positivement. C'est des moments qui t'obligent à questionner le sens de ta vie et qui, derrière, souvent, amènent à retrouver de nouveaux chemins de sens. Donc, dans les crises, il y a quelque chose de très positif, c'est-à-dire que ce sont des terreaux pour réinventer le sens de nos vies. Parce qu'en fait, ça nous oblige. Si on ne met pas du sens dans ces moments-là,
on meurt tout simplement. On sait que le sens est nécessaire pour survivre même et pour bien vivre. Donc face à des chocs, si tu n'arrives pas à donner du sens à ta vie et à l'événement de vie que tu viens de vivre, il y a de grandes chances que tu sombres. En fait, ça met à l'épreuve la résilience de l'être humain. C'est-à-dire qu'une crise, c'est un changement, c'est un type de changement possible. Je perds un proche, je perds l'usage d'un membre ou je manque de perdre l'usage d'un membre, je suis confrontée à telle situation, etc. Et du coup, ça change mon prisme et ça me force à considérer le changement comme un paramètre de ma vie, alors qu'on sait que il y a quand même beaucoup de gens qui ont... Peut-être que je fais une généralité qui n'a pas lieu d'être, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec le changement, en tout cas. Et du coup, ça nous force à en faire un paramètre de notre vie et à trouver les ressources intérieures, finalement, pour survivre. C'est vraiment de l'adaptation humaine, quoi, quasi animale, et à trouver les ressources et le sens pour continuer à évoluer, quoi. Mais, tout à fait. On pense que, d'ailleurs, le sens, c'est une création psychique qui permet à l'animal qui est l'humain d'avancer dans la vie, en fait, et d'atteindre ses objectifs de vie qui peuvent être darwiniens ou supérieurs. Et sans le sens, tu peux pas avancer, tu sais pas quoi faire. Et ce genre de crise a le mérite de t'obliger à questionner le sens. Et donc, ce sont des accélérateurs de sens. Parce que sinon, en période de croisière, tu auras tendance à te laisser aller à l'inertie, à continuer de fonctionner à partir de tes habitudes qui ont cessé de générer du sens pour toi. Donc la crise peut avoir quelque chose de très salutaire. Pour les psychologues du sens, il y a 3 chemins vers le sens. Un chemin proactif où tu expérimentes. Un chemin réactif, tu réponds à un événement, à un choc de vie. C'est celui dont on parle. Et le 3e chemin, c'est un chemin social où tu regardes comment les autres ont trouvé du sens et tu les imites. Mais donc, les crises fonctionnent comme un chemin à part entière. Et j'aimerais reboucler un peu avec parce que là, finalement, on part dans des considérations qui nous éloignent un peu de l'argent, bien que moi, j'adore. Mais est-ce qu'il y a un lien direct, comme on a pu le faire, entre revenus et bonheur ? Est-ce qu'on peut faire un lien entre argent et sens, niveau de revenu et capacité ou facilité à trouver du sens, et éventuellement son niveau de richesse aussi, en incluant le patrimoine et l'épargne ? On commence à avoir des études qui donc mettent en parallèle la situation économique des gens et leur niveau de sentiment de sens dans la vie. Et donc on a des études sur les revenus, on n'en a pas sur le patrimoine, mais sur les revenus on en a. Et sur les revenus, le résultat est exactement le même que pour le bonheur. C'est-à-dire ça monte, l'impact des revenus est positif jusqu'à un certain seuil, et après ça diminue. Et les explications sont les mêmes. C'est que ce qui laisse le sentiment de sens passer un certain seuil, c'est que tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle sur ta vie, de n'être plus autonome dans tes décisions et pas forcément maîtriser ton environnement. Et ça va diminuer ton sentiment de sens et par ricochet affecter ton bonheur. Parce qu'on a vu aussi qu'il y avait une connexion forte entre le sentiment de sens et le sentiment de bonheur. Donc l'idée, c'est ça, c'est tu perds de l'autonomie, tu perds une sensation de contrôle, tu as l'impression que ta vie t'échappe, tu perds du sens et tu le vis mal. Et ça te rend malheureux. Sur la 4e de couverture de ton livre, tu dis que la quête de sens peut parfois conduire à des impasses. Et est-ce que tu peux en dire plus sur ce que tu entends par impasse ? De quoi tu parles exactement ? En fait, pour vraiment que tu aies un sentiment plein de sens, tu dois ressentir 3 choses: la cohérence, la signifiance et la finalité. Donc, tu dois avoir l'impression que tes actions sont en cohérence avec ton projet, que ton projet a beaucoup de signifiance pour toi, c'est quelque chose qui est important pour toi, et que tout vise une certaine direction, une certaine finalité. Alors donc il y a un certain nombre de pistes qui sont essayées par les gens, par exemple la consommation d'expérience. Dont on parlait tout à l'heure. Dont on parlait tout à l'heure. La consommation d'expérience, ça peut être très bien pour le bonheur, on l'a déjà dit, parce que tu as l'impression de grandir, et ce sentiment d'agrandissement personnel, il est aussi positif pour le sens, parce que tu te sens sur un chemin de croissance, et c'est agréable. Sauf que ces expériences peuvent être en contradiction avec certaines de tes valeurs. Par exemple, si tu es éco-responsable,
Et tes expériences, par exemple, aller faire du surf en Australie, à Bondi Beach, et ça peut aller directement en dissonance avec tes valeurs éco-responsables. Donc, il y a certains chemins qui peuvent faire naître des dissonances parce que en ce moment, on a tous ou quasiment tous des velléités de conscience écologique. Donc, les chemins de vie qu'on prend pour trouver du sens peuvent aller complètement à l'encontre de notre envie d'être éco-responsable. Donc déjà, tu peux avoir un problème de cohérence entre des décisions et des valeurs. Ça fait lien un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur les personnes qui trouvent du sens mais qui ne sont pas heureux. Et c'est vrai que je connais des personnes dans mon entourage qui finalement ont des principes et ont des valeurs, justement, comme tu disais, éco-responsables, qui sont très, très, très fortes et qui s'imposent en fait énormément une urgence personnelle à mettre en conformité toutes leurs actions avec leurs principes. Et quelque part, ça les rend aussi malheureux, quoi, parce qu'il y a ce stress, il y a cette charge mentale, et tant qu'ils sont pas dans la cohérence, tout à fait. ça fonctionne pas en fait intérieurement. Mais pourquoi ils sont pas dans la cohérence? Parce que leur esprit est en avance sur leurs habitudes et sur leurs désirs. Ils ont encore le désir d'aller faire voyager, du surf, de voyager, quoi. Ou d'avoir une belle piscine alors que alors que ça va consommer beaucoup d'électricité et d'eau, quoi. Sauf que en fait, c'est une transition qui est hyper douloureuse. Mais un jour, leurs désirs seront en accord avec leurs valeurs. Et là, ils se sentiront cohérents et ils seront apaisés. Mais la phase de transition est difficile. Donc là, pour moi, la première impasse, c'est d'aller faire des choses qui te mettent en désaccord avec tes valeurs. Donc, faut vraiment faire gaffe avec ça. Le deuxième point, c'est la signifiance. C'est que le sens, il peut être ressenti subjectivement, mais il peut aussi être analysé plus objectivement. Donc la personne qui est éco-responsable, elle peut faire plein de petits gestes éco-responsables, mais quand elle prend du recul, elle se rend compte que finalement ces gestes sont complètement dérisoires face à l'urgence climatique et à l'importance de l'enjeu. Et là, ça met en exergue le fait que la plupart des stratégies pour trouver du sens sont des stratégies personnelles, individuelles et individualistes, c'est-à-dire qui ne s'appuie pas sur une coordination avec d'autres personnes. Et si tu ne te coordonnes pas avec les autres, si tu ne génères pas des économies d'échelle, si tu veux, tu n'auras qu'un impact dérisoire sur les choses. Et donc, tu ne pourras pas te voir comme quelqu'un qui a eu une importance. Donc, quelqu'un qui a vraiment infléchi le problème écologique. Tu vois. Donc, tu as deux sujets tu as deux problèmes qui vont naître, qui sont des problèmes de cohérence de l'ensemble et un problème d'insignifiance, c'est-à-dire on fait des choses, mais comme on les fait uniquement à notre petite échelle personnelle, quand on prend un peu de distance, on trouve ça presque sans aucun intérêt, quoi. Ça, c'est le problème. Et l'individualisme de nos trajectoires de vie, parce que, notamment parce qu'il y a de la défiance vis-à-vis de toutes les grandes structures. Maintenant, tu as de la défiance vis-à-vis des médias, vis-à-vis des grandes entreprises, vis-à-vis des banques, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du gouvernement, de tout, quoi, des médias. Donc, si tu veux, tu ne peux presque que te replier sur toi-même pour faire des choses. Mais si tu te replies sur toi-même, tu n'auras aucun levier, aucun impact. Et quand tu voudras observer le sens de ta vie, tu te diras tout ce que j'ai fait a servi finalement à pas grand-chose, quoi. Donc c'est assez déroutant, hein. Quand tu te poses la question du sens de manière objective, tu arrives souvent à ce genre de constat. Déroutant, et en fait finalement quasiment en même temps qu'on parle, j'ai l'impression que mon niveau d'angoisse, d'anxiété augmente. Ce sentiment effectivement d'être seul responsable de sa trajectoire. On a parlé du boulot, donc on a parlé du fait de je suis pas bien, il faut que je trouve ma propre trajectoire, il faut que je construise ma propre carrière, il faut que je construise ma propre famille, il y a aussi un peu un mélange avec toutes ces injonctions, et c'est vrai que cette quête de sens, et puis qui touche pas tout le monde de la même façon, elle peut être elle est déstabilisante, déstabilisante. Elle est très déstabilisante, oui. ouais. Et quand tu viens rajouter le facteur, excuse-moi, quand tu viens rajouter le facteur argent dans tout ça, et on sait que l'argent, à titre personnel, crée énormément de peur.
la peur de manquer, ou pour certains la peur d'en avoir. La peur de perte de revenus, la peur de perte de statut social, etc. C'est un élément supplémentaire dans l'équation qui parfois finalement amène les gens à rester dans le statu quo, quoi, dans le bon bah tant pis c'est comme ça, je m'y retrouve pas, mais voilà, les gens ont toujours fait comme ça, peut-être qu'il faut juste que je me conforme, peut-être qu'il faut juste que j'attende la retraite, encore une fois, ce plan de vie différé où on attend en espérant trouver du sens plus tard. Mais c'est vrai que Ouais, c'est pas évident. Ouais, mais après, je trouve qu'on peut prendre de la distance. Il faut, et puis on peut mettre de l'ordre. Ça tombe bien parce que quand on recherche le sens, ça passe par l'ordre. Qu'est-ce qu'on vise dans la vie, tu vois? Est-ce que c'est juste de se conformer? Est-ce que c'est d'accumuler de l'argent parce que tout le monde accumule de l'argent? Ou est-ce que c'est le bonheur, le sens ou quelque chose d'autre? Une fois que tu connais ton objectif final, après, tu peux reléguer au second plan des objectifs intermédiaires, comme l'argent, ou le statut, ou la famille, je sais pas. Parce que à toi de voir ta hiérarchie. Une fois que tu sais ça, ça doit t'aider quand même à privilégier certains sentiers de vie, certains chemins de vie plutôt que d'autres. Et choisir, c'est toujours trancher, quoi. C'est abandonner certaines pistes. Choisir, c'est renoncer. Et oui, choisir, c'est renoncer. Et pour ma part, j'ai trouvé le sens, donc je suis assez à l'aise avec ça. Mais parce que il y a eu un vrai travail de qu'est-ce qui m'était le plus important. Et donc, il faut vraiment faire ce travail d'introspection, de savoir ce qui est important pour soi, d'organiser un peu le tout et de comprendre que certains objectifs qui sont quand même là sont finalement assez secondaires. C'est un travail que tu as fait seul? Oui. Oui, je suis très introspectif, donc je n'ai pas trop besoin qu'on m'aide sur cette partie-là. Mais oui, j'ai fait ce travail et là, j'ai plus de problème de sens du tout même. Je peux avoir d'autres problèmes, mais pas celui-là. Et ce que je voulais dire, c'est aussi... et puis, une fois que tu as eu une réflexion de fond sur ces questions-là, que j'espère avoir abouti dans mon livre, ta quête est simplifiée parce que tu as des recettes qui sont évidentes en fait. C'est-à-dire que par exemple, si tu vas avoir un sens objectif, on va dire qui passe par de l'impact, ça va pas passer par ta consommation, hein, ni par tes loisirs, ça va passer par ton travail. Parce que le travail, c'est un effort soutenu dans le temps et c'est un effort organisé, donc avec des process, et c'est un effort coordonné avec d'autres. Donc si tu veux lutter contre le dérèglement climatique, vaut mieux que tu le fasses en bossant dans une boîte, je sais pas, qui travaille dans les énergies renouvelables, que toi-même à essayer de limiter ta consommation d'électricité, quoi. Tu auras beaucoup plus d'impact en bossant 5 jours sur 7, 8 heures par jour pendant 30 ans dans une boîte comme ça et de devenir expert dans ce que tu fais que à ton échelle personnelle par ta conso ou ta non-conso. Donc, si tu veux, le levier de sens, en tout cas le levier d'impact le plus important, c'est le travail. Ça, c'est clair. Et le deuxième point important, c'est la nécessité de se coordonner. C'est que tu peux pas réussir des choses importantes en étant seul. C'est juste pas possible. En tout cas, tu te complexifies la tâche à fond. Et donc, il faut être capable d'abandonner cette tendance individualiste qu'on a, où tout le monde veut monter sa petite boîte. Mais une petite boîte où tu es tout seul dans ta boîte, c'est une boîte qui n'a pas de levier, quoi, qui ne peut pas changer la donne à grande échelle. Et donc, si tu prends de la distance dans ton questionnement de sens et que tu dépasses juste le sentiment subjectif de sens, tu peux te retrouver à dire que tout ce que tu as fait vaut pas tripette. Et ça peut être très déstabilisant aussi. Notamment, tu vois, c'est le test un peu du lit de mort. Est-ce que sur ton lit de mort, tu vas être fier de la trajectoire que tu as eue? Alors, c'est drôle que tu parles de ça parce que dans mon programme de coaching, dans ma formation, je conduis les personnes que j'accompagne à tout un travail effectivement sur la définition de ce que j'appelle le projet de vie. Et c'est pas un projet, quoi. Acheter une voiture ou même acheter une maison, c'est un projet. Projet de vie, c'est pas d'acheter une maison. C'est, je dis toujours, c'est la mission de vie. C'est le jour où tu seras sur ton lit de mort, tu dirais, je suis content d'avoir fait ça. Et tu diras pas, je suis content d'avoir acheté une maison à X endroit, quoi. C'est vraiment quand on est sur son lit de mort et qu'on pense à l'essentiel, eh bien, il faut qu'on se dise, je suis heureux de l'avoir fait.
Et, et c'est ça, en fait. Ça, c'est le sens, ça, c'est le projet de vie, etc. Et effectivement, je me suis rendu compte, enfin, moi, j'ai fait ce... Je pense pas l'avoir abouti et je suis dans ce processus-là, mais je me rends compte à quel point euh, on ne le fait pas. La plupart des gens ne le font pas ou le font très tard et se laissent porter par la vie finalement. Et à quel point c'est aussi essentiel. Mais encore une fois, ce qu'on a dit, c'est que c'est vertigineux en fait. Ça peut être vertigineux de commencer cette Ça l'est pas. Oui, réflexion. mais au début, c'est vertigineux. Mais Au si début, tu mets ouais. de la si tu mets de la structure dedans, très vite, il y a des choses qui transparaissent. Oui, mais pourquoi c'est Et vertigineux aussi, Michael? C'est parce que il y a beaucoup de gens qui vont entamer ce chemin et qui vont se rendre compte que les choix qu'ils ont faits, c'est pas finalement, ne grave, sont ça c'est pas le ceux qu'ils veulent passé. faire. Le Ah oui, compagnon mais de vie, c'est c'est. pas celui qu'on veut. Ouais, ouais. L'endroit où on vit, c'est pas celui qu'on veut. En fait, je suis désolée, il y a des auditeurs qui vont pas m'aimer, mais avoir des enfants, en fait, c'est pas ce qu'on voulait, etc., etc. Ça peut aller jusque-là, Ouais, mais si faut tu veux, et c'est Alors là où là, c'est ouais, mais là vertigineux, c'est. quoi. Ouais, mais moi je trouve pas parce qu'il faut accepter le passé en fait tel qu'il est. Hmm. Là c'est le stoïcien en moi qui te parle. Il faut vraiment accepter le réel. La seule chose que tu peux changer, c'est le futur, pas le passé. Donc vraiment, franchement, tu observes que tu n'as pas fait les bons choix dans le passé, mais c'était les choix que tu as fait, quoi, de facto. Tu peux pas revenir dessus. Et pour moi, en plus, ça pouvait pas être différent parce que c'était différents facteurs qui t'ont amené à faire ces choix-là. Hmm. Donc là, avec le recul, tu as plus d'informations et tu t'aperçois que c'était des mauvais choix. Mais dans le temps, c'était des bons choix. Donc, revenir dessus et se morfondre, pour moi, n'a pas de sens. En revanche, le futur reste à écrire. Et c'est là que tu dois vraiment, pour moi, à la fois te sonder, réfléchir vraiment à ce qui est important pour toi, ce qui fait sens pour toi, mais pas seulement. Tu dois aussi te rendre compte que la vie, c'est pas que ce qui se passe dans ta caboche, ce qui se passe dans ta tête. C'est aussi le monde réel, la trace que tu vas laisser sur le monde réel, et pas juste est-ce que tu auras été bien. Hmm. J'aime bien cette Bien dans phrase tes de baskets. ouais, mais on a un problème à notre époque, et ça c'est vraiment très ponctuel. On va dire que ça fait 40 ans que c'est comme ça. On a une approche subjectiviste de tous les problèmes. Hmm. Le problème n'est que ma perception du problème, quoi, et ce que je ressens. Mais non, le problème, il peut être réel, il peut affecter le réel au-delà de ce qui se passe dans ta tête. Et pour moi, le bonheur ou le bien-être subjectif, même si je travaille dessus depuis 10 ans, c'est pas la seule chose importante pour qu'une vie soit réussie. Il y a tout un autre pan qui est ton impact, ton influence sur le réel. Et je pense que sur ton lit de mort, tu peux aussi te poser ce genre de questions. Est-ce que, objectivement, ma vie a permis d'améliorer les choses, tout simplement? Ou est-ce que je les ai dégradées, ou est-ce que j'ai été complètement neutre? J'aime bien cette phrase du philosophe américain là, du 19e, Ralph Waldo Emerson, qui dit « Le but de la vie n'est pas d'être heureux, il est d'être utile, d'être honorable, de faire preuve de compassion, et qu'il y ait une différence à ce que vous ayez vécu et bien vécu. » Et ben je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que la notion de différence réelle et pas seulement subjective est importante. Non seulement t'es responsable de ton bonheur, comme tu es responsable de ton hygiène, mais à côté de ça, tu as tellement de talent individuel, tellement d'énergie, que tu peux laisser vraiment une trace positive sur le monde. Et Hmm. ça, personnellement, j'en ai marre qu'on oublie cette dimension-là de la vie, en fait. Qu'on veuille juste être bien dans ses baskets et basta, quoi. Comme si le monde extérieur n'existait pas. Bah, si, il existe. Je suis heureux que tu évoques ce sujet et du coup, je sais même pas si ma dernière question, elle a du sens au vu de ce que tu vas me dire. C'est une question rituelle que je pose à tous mes invités, mais je leur demande qu'est-ce que tu aurais envie justement de poser comme question aux auditeurs pour les interpeller? Si tu l'as, tu as une chance de t'adresser à eux directement. Qu'est-ce que tu as envie de leur proposer comme réflexion, comme question? J'ai l'impression que tu as un peu répondu déjà. Alors, j'en ai 3. Première question, c'est quel but premier, ultime, visez-vous dans la vie? Est-ce le bonheur, le sens ou quelque chose d'autre? Donc ça, c'est ma première question. Quel but ultime visez-vous? Et deuxième question, est-ce que la ventilation de vos dépenses épouse-t-elle la hiérarchie de vos objectifs de vie? Ou est-ce qu'elle est très différente? S'il y a une dissonance, il y a un problème. Et dernière chose, là c'est ma question plus personnelle, c'est est-ce que, et si vous avez choisi le sens, est-ce que sur votre lit de mort, vous vous satisferiez que votre vie ait seulement eu du sens pour vous?
et que on va dire un collège de gens objectifs, s'ils devaient analyser votre vie et s'ils concluaient que votre vie n'avait eu aucun sens, est-ce que ça vous poserait un problème? Parfait. Écoute, je pense que tu as donné du grain à moudre, pour les auditeurs et je pense qu'ils auront pas mal de pistes de réflexion avec tout ce qu'on s'est dit. Je te remercie, Michael. Je t'en prie, c'était un plaisir pour moi. J'espère qu'on a éclairé un peu les auditeurs. Et puis j'espère que voilà, s'ils veulent en savoir plus sur la partie du sens en particulier, il y a évidemment mon livre qui vient de sortir, L'Empire du Sens. L'Empire du Sens aux éditions Erol, que vous pouvez acheter en ligne ou commander, j'imagine. Je ne sais pas si c'est disponible directement dans les librairies. Bien sûr, bien sûr. Oh, bon, Erol, c'est pas un super. petit éditeur quand même, c'est C'est pas un petit accessible, ouais. éditeur Erol, je confirme. Et puis surtout, j'encourage vivement les gens à écouter ton podcast parce que, moi je l'adore. On pioche, voilà, prenez les sujets, vraiment, voilà, il y a le sujet sur les réseaux sociaux, sur la nature, mais il y en a plein d'autres sur, le bonheur est-il contagieux aussi, c'est le dernier épisode que je trouve génial. Voilà, et puis je pense qu'on les a pas que un peu éclairés, honnêtement. J'espère, en tout cas, je nourris l'espoir qu'on les ait beaucoup éclairés avec notre discussion, en étant allé quand même au fond des choses. Voilà, je te remercie à nouveau. Merci à toi Delphine, et puis au plaisir peut-être de refaire ça un autre moment. Merci, et puis aux auditeurs, à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos finances personnelles. Ciao, bye bye. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Est-ce que d'ailleurs vous écoutez le podcast en prenant des notes ? Écrire ce qui vous passe par la tête peut vraiment aider à ancrer les messages forts et vous aide aussi à créer un support de discussion avec vos proches si vous avez envie de partager toutes les réflexions et toutes les bonnes idées qui vous passent par la tête pendant l'écoute. Alors prenez vite là maintenant un papier et un stylo. Je vous invite à noter les 3 questions que vous a posées Michael à la fin de l'épisode. Ce sont des questions qui ont pour but de vous faire réfléchir. Alors, à vos stylos, la première question qu'il vous a posée, c'est quel but ultime visez-vous dans la vie ? Quel but ultime visez-vous dans la vie ? Est-ce que la ventilation de vos dépenses est en cohérence avec vos objectifs de vie ? Et enfin, est-ce que sur votre lit de mort, vous vous satisferiez que votre vie n'ait eu de sens que pour vous ? Pour certains, ces 3 questions vont sembler loin, très loin, voire même de vos préoccupations, peut-être même trop philosophique on peut dire. Mais la question de trouver un sens à sa vie, ou un projet de vie comme moi j'aime l'appeler, est au cœur d'une vraie démarche budgétaire réussie. En tout cas, elle est au cœur de ma démarche budgétaire, de ma méthode budgétaire. Parce que si vous avez un but ultime, quelque chose que vous visez encore une fois, qui n'est pas de l'ordre d'une étape de vie, mais qui est vraiment de l'ordre d'une mission de vie, d'une réalisation, eh bien c'est plus facile au quotidien de faire des arbitrages, de réussir à changer vos habitudes, notamment vos habitudes de dépenses et de consommation, et de mettre en cohérence justement ces dépenses avec vos aspirations, tout en renonçant, mais en renonçant sans frustration, à ce qui ne contribue pas à ce but ultime. Je l'ai constaté pour moi-même. Je l'ai constaté pour les personnes que je coach au quotidien dans le programme Start. Si vous avez vraiment envie de prolonger la réflexion, je vous invite à écouter le podcast de Michael qui s'appelle Homo Econovirus. Vous pouvez aussi vous procurer son dernier livre, L'Empire du Sens, qui est publié chez Erol et qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, comme il est coutume de dire. Sur ce, je vous laisse à vos réflexions. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.